Oui, Biram, c'est bon. C'est bon, d'accord. Oui, Bien. c'est bon. Alors, le thème qui nous interpelle, hein, ce ciblage-là, ou bien cette reconversion aujourd'hui des entrepreneurs, que ce soit des ménages, que ce soit des entreprises, je pense qu'elle est d'actualité dans la mesure où nous avons durement été frappés par un choc, d'accord, un choc exogène, nous reviendrons donc à ce terme-là, qui fait qu'aujourd'hui, il faut s'adapter. Donc, je crois qu'il y a quelqu'un qui disait qu'il faut maintenant vivre avec le virus. Effectivement, il a raison quand il parle de vivre avec le virus parce qu'on ne pouvait pas rester confiné comme ça sans agir. Donc, il fallait trouver donc des mesures pouvant nous permettre quand même de démarrer, de redémarrer notre économie. Alors, le Sénégal a été touché donc, par ce virus-là. On se rappelle en fin février, début mars, où on avait les premiers cas. Ce qui est un peu dommage maintenant, c'est que beaucoup de personnes n'y croyaient pas. On voyait la Chine tomber face à ce virus. On n'a pas pris la peine d'avoir des mesures d'anticipation. D'accord? On se disait que, bon, nous, on est un peuple à part, donc on est caractérisé par ceci, par cela, on n'allait pas être frappé. Et que malheureusement, lorsque le virus s'est pointé, on a été durement frappé. Donc, ce qui fait que quand vous prenez, nous, économistes, on va te dire, écoutez, lorsque vous avez une crise, naturellement, vous aurez ce qu'on appelle une situation de récession. D'accord? Donc, la récession, qui est cette baisse donc, de l'économie que nous avons connue. Ce qu'il y a maintenant, c'est qu'à un moment donné, il ne faudrait pas que cette récession-là dure dans le temps. Parce que si ça dure dans le temps, nous allons vers une situation de dépression qui est beaucoup plus catastrophique. Il nous faut donc cette reprise-là. Pour avoir la reprise, il y a lieu maintenant de cibler, il y a lieu de se reconvertir, il y a lieu de sortir donc de ce confinement-là et de trouver donc de nouvelles solutions. D'autant plus que nous, notre économie est tributaire du tertiaire, vous le savez tous, c'est le commerce qui domine, d'accord? C'est une économie qui est informelle, d'accord? Ce qui fait qu'à un moment donné, on était entre le marteau et l'enclume. C'était assez difficile pour l'État de dire, écoutez, voilà ce que nous allons faire. Mais fort heureusement, après une période de confinement caractérisée bien sûr par une mobilité qui est réduite, d'accord, parce qu'on était obligé de se déplacer à partir de 6 heures du matin, à 18 heures, on était obligé de rentrer. Beaucoup avaient des difficultés parce que si vous quittez 18 heures, vous n'allez pas arriver chez vous, il fallait quitter à 16 heures. Donc, ce qui a carrément réduit le volume de travail, ce qui a amené une baisse des revenus, ce qui a causé une instabilité économique. Et de tout cela, il y avait le virus qui était là, et qui est toujours là d'ailleurs, qui guettait le moindre déplacement et que chacun devait se méfier face à toutes ces contraintes-là. Le choc qui nous a touchés, si c'était seulement un choc de demande, on allait pouvoir gérer, ou bien si c'était seulement un choc d'offre, on allait pouvoir gérer. Mais ce qui est assez compliqué, c'est que c'est un choc exogène qui a touché en même temps la demande et l'offre. Du coup, il fallait donc une intervention extérieure. Il fallait que l'État, à travers ces structures, à travers donc, ces différents démembrements, puisse trouver des solutions. Vous voyez, donc beaucoup de fonds ont été dégagés pour permettre un peu de relancer certains secteurs. Il y a eu la Banque centrale qui a dit, écoutez, à toutes les banques, puisque vous avez donc des agents, des clients qui ont pris du crédit, il faut quand même un peu élargir l'assiette de paiement, c'est-à-dire augmenter un peu l'échéance, la durée de l'échéance pour leur permettre donc de pouvoir rassembler encore des fonds et pouvoir aussi, dans une certaine mesure, rembourser. Donc, certaines banques ont accordé un délai supplémentaire de 3 mois à d'autres, de 2 mois, ça dépendait un peu du type d'agent. Donc, ceci, c'était des mesures qui ont été prises par le gouvernement afin de pouvoir redémarrer l'économie. Mais toujours est-il que quand vous observez notre situation, donc le taux de croissance, où vous observez le PIB, forcément, donc entre 2019, donc puisque c'est des projections, donc en 2020, d'accord, le premier trimestre de 2020, on a ressenti ce choc-là, donc qui va impacter sur le deuxième et troisième trimestre. Ce qui fait qu'on a carrément une chute drastique donc, du PIB. L'activité est réduite, naturellement, parce que le PIB est composé donc de cette valeur ajoutée qui vient des entreprises. Donc, s'il y a une baisse de l'activité des entreprises, forcément, vous allez
ressentir ça au niveau donc du PIB. Il y a aussi au niveau du commerce extérieur, on a subi en tout cas beaucoup de chocs. Si vous avez vu, je pense que mon homonyme Biran Salam en parlait tout à l'heure, quand il parlait de la mobilité, donc surtout le secteur de l'aviation qui a été beaucoup touché, donc durement touché même. Il y a eu la fermeture des frontières, donc il n'y avait que des vols commerciaux, d'accord. Et même là, ça dépendait des urgences, d'accord, ce qui a fait que quand vous regardez au niveau de notre balance commerciale, puisque nous aussi, nous avons une économie qui est dépendante de l'extérieur, on a eu quand même un grand déficit budgétaire, un grand déficit commercial du moins. Donc, tout ceci, c'est des impacts que nous avons connus. Au niveau des secteurs aussi, il y a vraiment le secteur du commerce, du transport, de l'hébergement, de la restauration qui ont été durement impactés. D'accord, vous voyez des baisses qui peuvent aller jusqu'à 54% donc de baisse donc de l'activité. Pourquoi? Parce que l'hébergement au Sénégal, c'est le tourisme, la restauration aussi pareil, et beaucoup de gens ne sortaient pas. On n'avait pas de la mobilité donc entre les pays. Du coup, c'est des secteurs qui ont vraiment été durement touchés. Face donc à tout cela, il fallait qu'on trouve des solutions. Et parmi ces solutions-là, on a eu des innovations. Mon ami en parlait tout à l'heure. Il y a eu des étudiants qui ont commencé avec les innovations, donc la production de gel hydroalcoolique. Il y en a d'autres qui ont produit donc un système de robotique qui permettait donc le déplacement pour les malades, pour éviter beaucoup de contacts entre les malades et les médecins. Il y a eu un système de distribution de gel hydroalcoolique, d'accord, donc une distribution automatique. Hein. Il y a eu le système, donc la création de nouveaux marchés avec les masques que nous avons vus. Au début, on utilisait des masques chirurgicaux, donc il y avait d'autres types de masques qui étaient importés. Mais au fur et à mesure, les gens ont compris la nécessité de pouvoir contextualiser. Donc, ils ont eux-mêmes commencé, si vous regardez bien à gauche donc, de votre écran, ils ont commencé à fabriquer donc, des masques qui sont made in Sénégal. Et ça a créé un autre marché pour les tailleurs, d'accord. Et je pense même l'État a eu à monter une usine qui se trouve à Diamniadio, qui contribue aussi à la production de ces masques-là. Mais là aussi, on n'a pas carrément touché la chaîne de valeur parce que je pense qu'Éric en a parlé tout à l'heure. C'est que nous produisons les masques, certes, d'accord, mais la matière première est produite ici, sauf que la matière intermédiaire est produite en Chine. Donc, c'est le coton que nous avons, nous, que nous produisons au Sénégal oriental, ce coton-là qui est exporté vers d'autres pays comme la Chine, donc eux qui produisent par exemple des tissus et que nous revendons donc ces tissus-là ou bien ces masques-là. Alors, puisque nous n'avons pas une économie qui est très industrialisée, donc nous avons cette difficulté-là, nous, de pouvoir transformer cette matière première. Et ça, c'est un manque à gagner. Vous savez, au Sénégal, ce qui nous retarde plus, et dans beaucoup de pays africains, c'est que nous avons des ressources naturelles, nous avons des matières premières, mais malheureusement, nous n'avons pas les industries. Et même si on a les industries, des fois, c'est des multinationales qui sont là pour transformer donc, ce produit-là. Ce qui fait qu'à chaque fois, il y a ce défaut de création de valeur ajoutée. Mais toujours est-il que c'est des marchés qu'on a vus, d'accord, qui se sont créés autour de cette situation pandémique-là. Beaucoup de personnes ont abandonné leurs activités primaires pour aller vers donc, la vente donc, des gels hydroalcooliques, la vente de ces masques-là. Je pense que vous en avez connu, beaucoup de personnes, beaucoup d'entreprises-là qui se sont reconverties carrément pour dire, écoutez, puisque nous ne sommes pas capables d'écouler notre produit de base, il faut quand même ajouter d'autres types de produits. Et c'est là où vous avez vu le développement donc, de ce nouveau marché-là. Alors, que ce soit le marché des gels hydroalcooliques aussi, pareil. Il y a eu là aussi le marché de la livraison. Il y a eu, je pense, l'entreprise qui a été financée par l'ADER, la délégation spéciale à l'entrepreneuriat rapide. Alors, ce financement-là qui a permis à l'entreprise de dire, écoutez, puisque le pain, c'est un aliment de base chez nous, donc quand on prend nous les céréales, on aime beaucoup le pain. Et puisque aussi il y avait des risques, donc que si le pain transite entre plusieurs mains, qu'il y ait ce contact-là entre le virus, il fallait trouver tout simplement une innovation pour ça. C'est là où cette entreprise-là a dit, écoutez, nous, on va faire donc de la livraison à domicile.
avec bien sûr des mesures, des barrières de sécurité là. Alors, l'autre marché qui s'est fortement développé aussi, qui a existé toujours, hein, c'est celui de la livraison, d'accord? Alors, beaucoup de personnes ne sortaient plus par peur donc de contracter le virus. Qu'est-ce qui se faisait? On appelait donc ce qu'on appelait les tchak-tchak ou bien les rak-tak, ça dépend du nom, qui puissaient aller donc au marché acheter ce dont vous avez besoin. Mais toujours, il y avait aussi ce risque-là donc de contamination du fait que le bien transitait entre plusieurs mains. Alors, de ce fait, on a noté aussi, et là, c'est là où je vais vraiment axer mon intervention, puisque je suis dans l'enseignement. Alors, cette reconversion-là et ce ciblage des nouvelles opportunités pour les écoles. Vous voyez, en 2012-2013, donc cette période-là où notre ancien recteur, le professeur Maritonien, quittait l'université Gaston Berger pour aller au niveau du ministère, donc en tant que ministre, l'idée de créer une université virtuelle a été fortement critiquée. Donc, beaucoup n'y croyaient pas, beaucoup pensaient qu'en fait, un étudiant ne pouvait pas étudier devant un ordinateur sans contact avec direct avec le professeur. Mais lui, il a dit non, parce que le monde évolue, il faut quand même que cet aspect digital-là puisse être intégré dans le cursus donc, des étudiants. Et l'UVS a été créé, donc l'UVS est devenu, avec cette pandémie-là, l'exemple parfait, parce que beaucoup d'écoles ont pu, dans l'exemple de l'UVS, dire nous allons passer à l'enseignement à distance. Même si certaines écoles faisaient l'enseignement à distance, comme une autre école comme l'ISDL, donc qui faisait des enseignements à distance, il y a eu des écoles qui se sont dit nous allons utiliser donc des plateformes donc pour faire de l'enseignement à distance. Donc beaucoup de plateformes ont vu le jour. Vous avez les plateformes WebEx, donc qui utilisent des écoles, la plateforme Zoom que nous sommes en train d'utiliser ici, la plateforme Teams, la plateforme Meet. Alors, et les écoles ont commencé à dire il faut qu'on passe à l'enseignement à distance. D'accord? Alors, il y a lieu de limiter le présentiel ou bien carrément d'éliminer le présentiel pour un temps et de passer en enseignement à distance. Maintenant, la difficulté majeure se trouve au niveau des étudiants. Je pense, vous l'avez dit, Biram, quand vous sortez de Dakar, le problème de la connexion devient vraiment crucial parce que beaucoup de zones, on a des difficultés d'accès donc à l'Internet, et même si vous avez un accès à l'Internet, vous avez des difficultés d'accès à l'électricité, ce qui fait que les étudiants qui sont à Dakar n'auront pas de problème pour se connecter, pour travailler. Ceux qui sont en milieu rural, ceux qui sont dans d'autres régions du Sénégal, par contre, ont eu des difficultés pour pouvoir réellement comprendre, pour pouvoir réellement se connecter et travailler. Donc, les écoles ont su trouver une nouvelle opportunité de travail. Les écoles ont pu trouver, ont pu cibler donc des activités pour pouvoir continuer les enseignements. Mais derrière, il y avait ce problème-là avec les étudiants. Donc, est-ce qu'il y avait des projets d'étudiants visant à améliorer la connectivité? Est-ce que les opérateurs téléphoniques qui sont là ont pu développer donc de nouvelles stratégies pour permettre à tout le monde d'avoir accès à Internet? Parce que nous sommes passés donc du travail au télétravail, c'est ce qui fait que quoi, on a eu ce basculement-là définitif ou bien même progressif, on va dire, donc entre les activités physiques et les activités virtuelles. Maintenant, on a essayé, tant bien que mal, les écoles ont essayé, les universités ont essayé, mais c'est le contexte socio-économique de nos pays qui pose problème. Il faut, dans un futur proche, et comme l'a dit Biram, la période après Covid, réfléchir à régler ces problèmes-là. Parce qu'aujourd'hui, le virus a montré des limites dans beaucoup de secteurs. Il faut qu'on apprenne donc de ces limites-là pour pouvoir prévoir en tout cas le futur. Le futur appartient bien sûr au digital. Et ceci, beaucoup l'ont compris. Natango aujourd'hui l'a compris. C'est pourquoi on organise cette foire virtuelle-là pour dire à tout le monde, écoutez, vous pouvez rester dans votre entreprise, présenter les produits. Dans la mesure où le client peut avoir le produit même sans se déplacer, donc il peut donc voir le produit sans se déplacer, ce qui permet tout simplement de réduire la mobilité des personnes, mais aussi de permettre aux opérateurs qui sont dans la livraison de pouvoir aussi gagner plus de marché. Donc ça, c'est vraiment une belle dynamique qu'on a vue au niveau des écoles
Et beaucoup d'écoles jusqu'à présent continuent les enseignements à distance malgré la reprise. Certains ont repris mais ont des difficultés jusqu'à présent à stabiliser les enseignements. Mais on sait qu'il faudrait dans le long terme, dans le moyen et le long terme, prévoir un cursus d'enseignement à distance comme ce que l'UVS fait et un cursus d'enseignement en présentiel. Maintenant, pour un peu finir avec ce sujet-là de ciblage et de reconversion, vous savez, aujourd'hui, quand vous êtes victime d'une crise, quand vous avez un choc exogène, il faudrait passer par l'innovation, parce que seule l'innovation vous permettra de pouvoir survivre. Et cette innovation-là peut passer par les prix, peut passer par les produits, peut passer par le processus, peut passer par le comportement. Malheureusement, on ne peut pas innover ici par les prix, puisque le choc a touché en même temps les consommateurs et les producteurs. Il fallait passer donc par le produit et les process. Donc, le produit, c'est quoi? Il fallait trouver des produits qui s'adaptent maintenant aux besoins contextualisés de la clientèle. Il fallait trouver de nouveaux processus de production qui allaient permettre donc aux entreprises de pouvoir produire sans perdre des coûts, mais aussi cibler de nouveaux marchés. Donc, ceci pour dire que l'innovation, tant connue, d'accord, est toujours un facteur prédominant dans le développement des entreprises. Malheureusement, en Afrique, on n'innove pas beaucoup. On n'innove pas beaucoup. Et je pense que c'est là où même se trouve l'importance des incubateurs.